Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactive, je suis Kylian. Je suis Anastasia et nous sommes tous les deux volontaires en service civique. Aujourd'hui, il fait chaud, trop chaud. Alors, on va rester confortablement installés dans le canapé avec un petit ventilo et un bon cocktail bien frais noyé dans les glaçons, ça vous dit? Et pour passer le temps, rien de tel qu'une bonne série. C'est le thème de cette émission. Pour un programme de qualité, il faut un casting de qualité. Nous aimerions remercier nos invités d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Bonjour, moi c'est Calissa. Bonjour, moi c'est Sarah. Alors merci à vous deux d'être avec nous pour cette émission spéciale série et on va commencer par la première question. C'est quoi vos premiers souvenirs liés à une série ? Moi la première série on va dire que j'ai regardée, du coup c'est Chica Vampiro. C'était quand j'étais toute petite. C'est ça mon premier souvenir en soi lié à une série. Est-ce que tu peux justement présenter ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? Alors Chica Vampiro c'était une série plutôt pour les enfants. Donc ça parlait d'une fille qui est devenue vampire parce qu'elle a failli mourir, voilà. C'est quel genre ? Plutôt comédie, plutôt sérieux, telenovela ? Ouais, c'est un peu comme une telenovela en fait. Ouais, oui parce que c'est espagnol donc c'est un peu telenovela, ouais. Plutôt léger, plutôt comique. C'est pour ça aussi que ça va pour les enfants. Ouais, c'est ça. Et toi, Kalissa ? Moi, mon premier souvenir lié avec une série, c'est pareil avec Chica Vampiro. Avec ma cousine, on s'amusait à reproduire les scènes de Chica Vampiro. On regardait les épisodes et avec ma cousine, on faisait les épisodes. Et vous l'avez découvert où ? C'était sur Gulli, je crois ? Sur Gulli. Ouais, c'est ça. Et toi, Anastasia ? Premier souvenir, ça va être sûrement les Power Rangers. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai grandi avec. C'était quel Premier souvenir, ça va être soit SPD, soit Dino Tender. Parce que pour expliquer aux gens, donc les Power Rangers, à chaque saison, il y a un casting différent et il y a un thème différent. Moi, par exemple, la seule saison que j'ai vraiment regardée et qui m'a intéressé et j'étais à fond dedans, c'était Samouraï. Ah oui. Donc là, on est des années après. Donc toi, c'est la génération. Bien avant. C'était quoi le thème ? Ça va être dinosaures. C'est un thème récurrent en fait, les dinosaures. Il va y avoir du coup la police, les animaux et les arts martiaux. Ok. Pour Jungle Fury. Et ben moi, en ce qui me concerne, ça va être Lost. Avec mes parents dans le canapé et c'est très vaporeux. C'est-à-dire que je sais que j'ai jamais regardé la série en entière. Mais j'ai des bribes, c'est-à-dire je vois les acteurs et les actrices, je vois le casting, je vois l'ambiance, le mystère, l'envie d'en savoir plus tout le temps. Le fait qu'on attendait vraiment que l'épisode sorte, que c'était le rendez-vous à 3 dans le canapé où on regardait la série. Et il y avait, en parallèle, il y avait Heroes. Donc c'est les deux séries où, je sais plus laquelle est la vraie première, mais clairement ça a commencé avec Lost et Heroes où c'est vraiment des souvenirs très vaporeux. C'est-à-dire c'est plus l'ambiance de se dire « Waouh, ça y est ». C'est le moment de la série, on va regarder ça, ça va être trop bien. Et donc c'est plus l'ambiance, l'atmosphère que j'ai gardé en tête plutôt que le scénario des séries. Mais c'est assez marquant, je trouve. Première série, c'est fait, mais première série que vous trouvez iconique. Quelle a été votre première série où vous vous dites « Ok, là, j'ai peut-être à faire un chef-d'œuvre ». Alors moi, clairement, ça a été Desperate Housewives. C'est une des séries interdites, comme on dit, que j'ai regardé à l'âge de 14 ans. Même pas, j'avais 11-12 ans, je crois. C'était diffusé sur M6, non ? Ou W9 ? Je sais plus, une des deux. Et en fait, justement, je l'ai découvert sur ces chaînes-là. Et après, j'ai commencé à la regarder sur Disney+. Je suis devenue accro à cette série. Je la regarde en boucle tous les ans. Justement, je rajoute une question à celle-ci. On n'oublie pas la précédente, mais est-ce que du coup, c'est la série que tu as regardée en boucle ? Oui. C'est-à-dire la série que tu te remates dans l'ordre souvent ? Alors oui, et il y en a beaucoup d'ailleurs que je regarde en boucle. Mais oui, c'est une des principales. T'en as d'autres ? Oui, j'ai The Rookie, j'ai Gossip Girl, Once Upon a Time aussi que je regarde beaucoup. Et toi ? La série qui t'a vraiment impacté, mais par sa qualité, ok. Au-delà du fait que c'est ta première série. Moi, ça serait La Casa de Papel. Parce que je l'ai regardé avec mes parents. Et en plus de ça, je l'ai regardé en espagnol. Du coup, vu qu'on est espagnol, j'ai trouvé ça vraiment... c'était vraiment beau, c'était vraiment bien fait. Le scénario aussi était super bien. Le casting était super bien aussi. Et oui, c'est une série qui m'a marqué. On regardait avec ma famille, du coup, comme tu l'as dit avant, c'était le rendez-vous dans le canapé, tous les 5. Et ça faisait vraiment du bien de partager un moment en famille. Donc ça m'a vraiment... qui m'a marqué, on va dire. Je pense que c'est important aussi, pour ceux qui nous écoutent, de savoir vos âges par rapport à vos références. Moi, j'ai 16 ans, bientôt
bientôt 17 ans du coup. Moi, j'ai 19 ans. Voilà, comme ça, je pense que c'est important de savoir en fonction des années, forcément. La série qui va t'impacter va être différente, c'est logique par rapport aux générations. Et donc, par rapport à la question que j'ai posée à Kalissa tout à l'heure, la série que tu regardes en boucle, ou enfin généralement, c'est-à-dire peut-être une fois par an, tu te la fais. Est-ce qu'il y en a une? HPI, Ok. la série française qui passait sur TF1. Et tu la regardes dans l'ordre ou c'est un épisode de temps en temps? Non, dans l'ordre, mais vraiment, je me la fais mais tout le temps. Dès que je la finis, je la regarde. Mais vraiment, je pourrais jamais m'en lasser de cette série. Parce que déjà, Audrey Fleurot, je l'adore, mais cette série, je pourrais jamais m'en lasser. Et toi, Anastasia? Première série iconique, Stargate SG-1. Oh, gros souvenir d'enfance aussi. Ma mère est fan, donc transmission. Et pour le coup, c'est aussi une série que je peux regarder en boucle. Donc série de science-fiction, c'est-à-dire ça n'essaie pas d'être réaliste, un peu comme Star Wars. On invente tout un lore, des espèces extraterrestres, des artefacts, des lieux. On n'essaye pas d'être dans la SF réaliste, probable, où on se dit tiens, dans quelques années, qu'est-ce que ça peut donner. Mais vraiment, on part dans un imaginaire futuriste et fantastique, quoi. Et ouais, série culte. Série culte. Moi, je me souviens aussi, moi, c'était les Goa'uld. C'est une des espèces qui est emblématique et qui est majeure dans le lore. Et dès que je les voyais, j'étais content. Bah, c'est surtout les inspirations quand tu vois derrière et ce qu'ils en ont fait, toutes les mythologies, trouver du lien et tout comme ça. Avec Richard Dean Anderson, qui a fait MacGyver. Donc le gars a 2 séries giga cultes à son actif quand même, dans des genres complètement différents. C'est quoi qui t'a plu principalement dans, du coup, la série? Je suis une grande fan d'histoire. Donc, Ouais. dès que tu vas utiliser l'histoire pour n'importe quoi, tout de suite, ça va me faire rentrer dedans. Ok. J'ai toujours aimé l'Égypte antique. Alors, quand, on va dire, les principaux méchants sont inspirés de l'Égypte antique et de la mythologie en elle-même, ça m'a pris au truc. Et je pense que, comme j'ai grandi avec et qu'on a dans le lore de la famille, quoi. Ouais. C'est un peu ça. C'est rigolo. Il y a des fois, je sais qu'il y a un épisode que je peux regarder sans fin, qui s'appelle justement l'histoire sans fin. Ils sont dans une boucle temporelle. Le personnage de Jack qui fait du golf à travers l'engin qui leur sert à voyager dans l'espace. Ok, bon. Après, je préférais Michael Shanks pour Daniel Jackson. Donc. Chacun ses préférences. Bref. Mais Tilk, hein. Oui. Et toi, Kylian? Je pense déjà que j'avais quand même une fascination en regardant Lost et Heroes, mais en termes de vraiment d'engouement de se dire c'est ma série, c'est vraiment quand j'ai découvert Doctor Who. Un jour par hasard de vacances d'été où tu zappes et je tombe sur France 4 en plein après-midi et c'est l'épisode de la bibliothèque, pour ceux qui connaissent en plus, qui est un épisode marquant et important dans le lore de Doctor Who, qui est donc une série britannique, une des plus vieilles de l'histoire des séries, qui a plus de 60 ans d'activité je crois, mais avec plusieurs interruptions dans son histoire. Et j'ai découvert donc avec la saison 2 du, entre guillemets, reboot, remake, avec l'iconique David Tennant, son look, enfin bref, son phrasé, son dynamisme, tout, j'aimais tout dans ce personnage. Je me prends vraiment cet épisode, je comprends pas ce que c'est, je sais pas si je suis en train de regarder un film, en train de regarder un court-métrage, je sais pas ce que je regarde, je sais juste que je me prends l'énergie du truc. Il y a des termes que je connais pas encore, il y a des notions clés. L'épisode se finit, il y a la suite, donc il est diffusé en plus dans l'ordre, c'était chouette. Je fais, mais attends, parce qu'il y en a d'autres, et en plus ils vont ailleurs que dans une bibliothèque, avec une ombre meurtrière, il y a encore autre chose derrière, c'est tout un univers. C'est vraiment le fait de découvrir ça par hasard, où ça a été un choc de, je tombe au bon moment, au bon endroit, devant le bon programme, et c'est devenu ma série préférée. Ça n'est pas resté malheureusement, parce que j'ai étendu aussi ma curiosité, et j'ai découvert tellement d'autres séries et j'ai développé aussi mon esprit critique, mais ça reste ma série par contre de cœur. Par rapport au fait de regarder des séries en boucle, en l'occurrence c'est pas mon cas. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de voir chez les gens. Je suis tellement dans une quête de découverte permanente où je me dis il y a tellement de choses qui existent que si je connais quelque chose déjà par cœur, ou vraiment je n'arrive pas à l'oublier, j'ai du mal à le revoir. Ça me fait ça aussi avec les films, parce que j'ai envie de découvrir tout le temps pour encore agrandir mon panel, encore élargir mes connaissances. Donc j'ai pas de série que je regarde en boucle. Par contre, il y en a une seule où ça me fait ça, ou de temps en temps, s'il y en a un qui passe, je le regarde parce que ça me fait trop du bien, c'est Malcolm. Ah oui. Malcolm, que ce soit dans l'ordre, pas du tout, que l'épisode soit en cours ou qui commence à peine, peu importe, si vraiment j'ai rien à regarder, il y a un Malcolm qui passe, qui est diffusé à la télé, ça me fera toujours du bien, et là pour le coup je le regarde avec grand plaisir, même si je l'ai
vu 10 fois. Mais c'est vraiment l'exception à la règle. Ça me fait ça avec ma famille d'abord, moi. J'ai eu ça aussi avec ma famille d'abord, mais j'avoue, je suis team Malcolm de fou. Bien plus. Mais je comprends complètement. J'ai eu ça aussi. C'est je pense aussi le format sitcom qui permet plus cette facilité-là. On va passer à la prochaine question. Tout à fait. La dernière série en date que vous avez regardée. Alors moi j'en ai deux du coup parce que j'en ai une en cours et une que j'ai finie il y a pas longtemps. C'est j'ai fini les chroniques des Bridgerton et après celle que je suis en train de regarder c'est The Rookie. Ok, donc par contre c'était la première fois que tu la découvrais. Les chroniques de Bridgerton. Ouais. Non parce que j'ai regardé quelques épisodes par-ci par-là avec ma maman et en fait j'ai croché dessus et je l'ai recommencé à zéro. La dernière série que t'as découverte par contre, ou c'était la première fois, unique fois que tu regardais. Dernière série que j'ai découvert, Supergirl. Parce que je la voyais passer, je voyais des extraits sur mon téléphone et j'ai dit bon ça a l'air cool etc. Et je voulais tenter voir parce que c'est pas du tout le genre de série que je regarde. Et au final j'ai croché dessus et je l'ai regardé en même pas 2 jours. Entièrement ? Entièrement oui. Ok, faut binge-watcher quoi. Ah oui, faut y aller. Après j'étais en week-end donc je passais mes journées dessus en fait. Et toi Sarah, la dernière série que tu as regardée? Du coup, c'est une série en cours, parce que du coup, c'est la dernière série que je regarde et que j'ai regardée. C'est La Reina del Flow, du coup, je vous en avais parlé juste avant. Une telenovela qui passait sur Caracol Télévision, et là, du coup, il s'est passé sur Netflix maintenant. Mais c'est une série à la base qui est colombienne. Moi, je la regarde en espagnol, mais je mets les sous-titres. Il y a des petites expressions colombiennes que je ne connais pas, mais c'est très intéressant. Ça parle de vengeance. C'est une série d'époque, c'est quoi? Non, même pas. C'est surtout sur la musique, en fait. Est-ce qu'il y a un personnage qui est artiste, producteur? Ils sont ou... tous artistes en fait. C'est une famille? Il y a des familles, mais c'est un peu des petits groupes quoi, de musique par-ci par-là. Comment est ton personnage principal? Elle s'appelle Jamie Montoya. Elle faisait de la musique. Le garçon qu'elle aimait, il lui a volé ses chansons. Il l'a mis en prison. 17 ans après, elle est revenue. Elle s'est vengée. Actuellement, du coup, à la fin de la saison, il a enfin découvert qui c'était. Donc c'est Miley Cyrus qui rencontre le comte de Monte Cristo. Un peu, ouais. Et toi, justement, est-ce que tu veux développer un peu sur les chroniques de Bridgerton? Oui, si tu veux. En fait, c'est une femme, une veuve qui a 8 enfants et qui en fait veut que ses enfants se marient avec un duc, un prince, avec vraiment des grosses têtes en fait. Des bons partis. C'est ça, des bons partis, j'avais pas le mot. En fait, ça part un peu en cacahuète dedans. Il y en a une qui veut pas se marier, il y en a qui se marient pour se marier, juste pour faire plaisir à leur mère, alors que de base leur mère leur veut un mariage d'amour et pas un mariage... pas un mariage... forcé, voilà. En gros, à la fin, ça finit un petit peu en cacahuète. D'accord, donc tragédie. Oui, enfin, pas forcément, non. Je sais pas dire sans spoiler, en fait, parce que... On va s'arrêter là. Ouais, je pense. Pas de souci. Juste par contre, qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que c'est justement le fait que ce soit chaotique, que ce soit une série d'époque, que ce soit les histoires de romance, Alors, ou un peu tout? j'adore les histoires qui partent en cacahuète, en fait. Loin dans des choses improbables, vraiment. J'adore le fait que ce soit une histoire de romance et surtout une histoire d'époque. Ok, donc c'est vraiment les 3 éléments qui ont fait que le cocktail fonctionne, quoi. C'est ça. Et Anastasia, quelle est la dernière série que tu as regardée? Le final de The Amazing Digital Circus. Qu'est-ce que c'est? C'est une série d'animation produite par le studio Glitch qu'on peut retrouver sur YouTube ou sur Netflix. C'est plus ou moins gratuit. C'est une série d'animation 3D qui raconte l'histoire de gens emprisonnés dans un cirque digital. Il y a une IA. Donc science-fiction. Un peu particulier, on va dire. Ça a l'air d'être du thriller en tout cas. Thriller, science-fiction. Ouais, il y a un peu de tout. Mais ça traite aussi beaucoup de la santé mentale. Les persos, au fur et à mesure, ils peuvent devenir fous puisqu'ils ne peuvent pas sortir, ils sont coincés. Donc 8 clos. Ouais. En combien de saisons? Une saison 9. Une saison unique? 9 épisodes. Oh, très court en plus. 9 ou 8, mais je crois que c'est 9. Ok. Et toi, Kylian? La dernière en date, ça va être une mini-série. Pareil, un peu sur le même format, une saison unique, 9 épisodes, 9 ou 8. Et c'était un très mauvais pressentiment sur Netflix. Exceptionnel, surtout en termes de réal. En fait, la réal me parle énormément. Il y a des magnifiques mouvements de caméra, beaucoup de plans séquences. L'ambiance, l'atmosphère qui est posée tout de suite, elle est géniale. Le casting est fou. On retrouve l'acteur qui jouait Stottlemeyer dans Monk. Et c'est très rigolo de le voir dans un tout autre registre et des années après. Donc j'étais content de le revoir. Et c'est thriller horrifique que je recommande. Alors, âme sensible s'abstenir, notamment au niveau hémoglobine. Parce qu'il y a tout un concept dans le récit qui part littéralement du saignement. C'est-à-dire que ça fait partie du jeu. Il y a quelque chose sur l'abondance de sang, donc attention. Mais sinon, c'est surtout en termes de l'atmosphère qui est établie. C'est-à-dire que au départ, on sait pas dans quoi on embarque, mais on est tout de suite pris par l'ambiance, par la tension qui s'installe,
par les personnages qui sont aussi attachants que détestables en fonction de qui on suit. Le pitch, sans rien spoiler du tout, c'est un jeune couple dans la vingtaine qui va se marier. Ils vont dans la famille du marié et sur le trajet, la femme a des visions étranges. Ça dégénère très vite et elle vit une expérience assez étrange, c'est que un vieil homme qui prétend avoir plus d'une centaine d'années lui dit que si elle se marie, mais avec l'homme qui n'est pas sa véritable âme sœur, elle va mourir. Et que cette malédiction se transmet de génération en génération et que c'est de ça dont est morte sa mère, dont elle a une archive vidéo. Et en fait, tout va partir de là, de est-ce que cette malédiction existe, et si oui, comment défier la malédiction. Et il y a aussi évidemment la thématique, dois-je faire confiance à l'homme avec qui je vais me marier? Est-ce que c'est le bon? Si c'est pas le bon, est-ce que vraiment il va y avoir des conséquences désastreuses ou pas? Donc c'est vraiment une série que je recommande pour sa tension narrative. Attention, il y a quelques jumpscares dans le premier épisode, mais après il y en a plus, ça c'est chouette. Ils abusent un peu, je trouve, il y en a au moins 3 je crois en un épisode. Quoi des jumpscares? Alors un jumpscare, c'est un procédé visuel qui est utilisé dans le monde de l'horreur. Aussi des fois détourné en comédie, etc. Mais c'est le bondissement. Ok. C'est le fait que, on appelait ça aussi un screamer. Ah oui. C'est le fait que quelque chose jaillit à l'écran, te surprenne pour que tu aies un sursaut et que tu cries de peur, quoi. L'horreur reste le genre de ce procédé. Et en l'occurrence, c'est de plus en plus critiqué parce que c'est un peu l'étape facile pour faire peur. C'est tu fais beau, voilà, tu hurles d'un coup. C'est la solution de facilité. C'est bon ça que je trouve que c'est dommage dans cette série qu'ils l'utilisent parce qu'après ils en ont plus besoin du tout. Tellement c'est prenant. Et tu te dis que tu pouvais te passer de ça. Mais il y en a qui aiment beaucoup et en l'occurrence, il y en a quelques-uns qui sont en plus bien faits. C'est-à-dire qu'il y a aussi un art du jumpscare, de comment tu le prépares, comment tu le fais, tu le réalises. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement. Je recommande, mais c'est pas fait pour tout le monde, attention. Voilà, ça reste violent, mais c'est extrêmement bien écrit, bien réalisé et extrêmement bien joué. Au-delà d'une mini-série, je sais plus. Je sais juste que j'en ai beaucoup trop dans ma liste à regarder. Ensuite, on parlait justement de rassemblement, pour ce qui est de ma part avec Lost et Heroes. Sarah, tu parlais de ta maman, notamment pour la série espagnole. Toi aussi, Kalissa, tu parlais de la transmission par ta maman. Anastasia, tu t'as parlé un peu du fait que ta maman adorait Stargate SG1. Et bien justement, de manière générale, est-ce que vos goûts en matière de série sont proches de ceux de vos parents ou pas du tout? Alors moi oui, ils sont totalement similaires avec celles de ma mère puisque je regarde les anciennes séries de ma mère. Ma mère elle regarde beaucoup de séries anciennes, etc. Beaucoup de séries sur l'ancien temps. Et j'adore ce genre de séries. On les regarde, genre par exemple Gossip Girl, je l'ai regardé avec maman. Les Chroniques de Bridgerton, je l'ai découvert grâce à maman. J'ai regardé HPI aussi avec maman. Est-ce que ça devient un rendez-vous? Vous vous dites tiens, est-ce qu'on va regarder cette série-là à deux? Ou est-ce que c'est elle qui te conseille directement? Comment se fait la transmission? Bah en fait, généralement, quand ma mère se met dans le canapé à regarder une série et que je suis en train de faire autre chose, généralement je finis toujours sur le canapé à côté d'elle. Sans qu'on parle, sans qu'on fasse rien, c'est juste qu'en fait, juste le bruit de la série Ça t'attire comme un aimant. m'attire, c'est ça, comme un aimant. Ça permet de passer du temps avec ma maman, donc c'est bien. Ouais, donc c'est chouette aussi de mettre ça en avant, c'est que c'est pas simplement un divertissement, c'est un moment de partage. C'est ça. Parce que parfois, généralement, on finit avec les gâteaux, les bonbons, les pop-corn. À consommer avec modération, attention au sucre, mais faites-vous plaisir quand même. Oui. Et toi Sarah, est-ce qu'il y a des points vraiment communs entre tes goûts et ceux de tes parents? En fait, ça dépend. Oui, maintenant, oui. J'essaie d'aimer plus de choses, plus de genres, d'être plus curieuse. J'aime un peu de tout du coup maintenant. Du coup, je partage à peu près les mêmes goûts que mes parents. Donc oui, je dirais oui. Et est-ce que tes parents ont les mêmes goûts entre eux? Parce que moi, ça va être un gros sujet après. Ah, pas du tout. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, pas du tout. T'as un peu la fusion des deux en termes de goût? Ouais, c'est ça. Bah, c'est la même chose pour moi, donc je comprends. Et toi Anastasia? Je dirais oui et non, dans le sens c'est les goûts de ma maman qui m'ont construite, on va dire, mais il y a quand même pas mal de différences sur certaines choses, dans le sens où elle va être plus intéressée par les séries d'aujourd'hui, alors que moi c'est pas trop ce qui va me tenter. Ah, c'est marrant, comme paradoxe. C'est finalement la plus jeune qui va chercher l'ancien et inversement. C'est plus, quand je dis les séries d'aujourd'hui, c'est un peu les nouvelles séries actuelles quoi, qui sortent généralement. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse partie en commun. C'est grâce à elle que j'ai regardé Star Wars, Stargate. Ah, donc la SF est là quoi. Ouais, très grosse fan de Star Wars. Ah, c'est rigolo, d'accord. Même les séries d'animation japonaises. Il y a vraiment toute cette chose qu'elle m'a apporté. Il y a quand même pas mal de différences. Et toi, Kylian? Comme je le disais à Sarah, ce qui est rigolo, c'est que je suis vraiment la fusion de mes parents. C'est-à-dire que eux deux sont très compliqués à rassembler devant un programme. Vraiment très compliqué. Mais en l'occurrence, j'arrive à trouver la série parfaite pour tous les deux, mais chacun son moment. C'est-à-dire que je regardais une série entière avec que mon père et une que avec ma mère parce qu'ils ont des goûts drastiquement différents. Ma mère va être dans le thriller
sœur dans l'enquête policière, dans ce qui peut être vraiment très glauque, très sombre, dans l'ésotérisme, un peu magie noire, etc. Et mon père va être dans l'action. Alors les deux par contre aiment beaucoup séries et films historiques. Mais ça va être historique aussi de façon très proche, c'est-à-dire si ça se passe dans les années 80, 90, mais le côté rétro, comme ça peut être au XVIIe siècle, voire encore avant. Ça c'est un truc qui les rassemble par contre, mais là où j'arrive à les réunir, c'est en termes de programme, c'est vraiment l'aspect historique. Et en l'occurrence, pour donner un peu le mood, avec ma mère, je vais regarder notamment la mini-série dont j'ai parlé tout à l'heure, Un très mauvais pressentiment, mais mon père aurait détesté. Il aurait lâché au bout de 20 minutes, je pense. Mais alors, ma mère, on a arraché la série, c'était exceptionnel. Tout ce qui est d'ordre psychologique aussi, notamment Mindhunter sur les tueurs en série et sur la création de la cellule pour étudier les tueurs en série, et même l'appellation tueur en série vient de ça. C'est la cellule de Quantico aux États-Unis dans les années 80. Où vraiment, on va parler de tueurs en série qui ont marqué, qui ont traumatisé les États-Unis, et on va parler des hommes et des femmes qui ont réussi à imposer le fait qu'on doit étudier ces gens-là pour qu'on puisse les déjouer et pour qu'on puisse avoir de moins en moins et voire éradiquer en fait les tueurs en série. Chaude recommandation aussi, mais pareil, pas pour tout le monde, attention. Il y a des choses assez vraiment violentes, mais pas forcément graphiques, mais plus dans le propos, quoi. On parle d'actes vraiment immondes. Tandis que du côté de mon père, ça va être des séries type action, gangster, et aussi sur l'ingéniosité. C'est-à-dire mon père adore, et moi aussi j'ai hérité de ça, des personnages qui ont des plans très complexes et qui vont les réaliser avec brio. On va avoir, pour ce qui est de la pure violence physique, des fouloirs, on va avoir The Punisher, série d'anti-héros violente à souhait que mon père adore. Peaky Blinders, alors ça c'est la série qui est devenue la série préférée de mon père, la série qu'on a vraiment eu le plus de plaisir à découvrir à deux. Je l'ai découvert tout seul en fait pendant les 6 premières saisons, et ensuite je me suis dit mais c'est fait pour mon père, faut que je lui fasse découvrir. Donc j'ai revu les 6 premières saisons avec lui, puis ensuite on a découvert les dernières saisons ensemble, et on a regardé le film qui a conclu la série ensemble. Et donc ça l'a vraiment marqué, et c'est lui qui me réclamait on se fait un épisode ce soir. On va dire on se fait en vrai deux épisodes ce soir, on a le temps et tout. Et la série que je recommandais à mes parents parce que je l'ai découvert pendant le confinement, j'ai tout regardé d'une traite, je m'étais jamais fait spoiler, série culte au possible. Je me suis dit faut absolument qu'ils regardent, et mon père a commencé tout seul, ma mère s'est greffée et ils l'ont regardé, ils l'ont séché à deux, et j'ai été trop content de les voir partager ça. Breaking Bad. J'étais trop heureux parce que vraiment j'ai réussi à les réunir sur quelque chose qui n'est pas historique, et ça c'est beau. Mais est-ce que du coup les enfants ne sont pas la fusion de des adultes qui nous entourent au niveau des goûts? Je pense que ça peut. En l'occurrence, moi c'est complètement ça. Et je me suis fait aussi mes propres goûts, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je regarde absolument tout seul parce que je sais que ni mon père ni ma mère ça va les intéresser. Ils sont pas très science-fiction. Par exemple, ils sont pas du tout en science-fiction. Par une exception ou deux de temps en temps, parce que le concept va les intéresser. Quelque chose comme Stargate par exemple, jamais de la vie. Mes parents aiment pas du tout ça. Doctor Who, mais jamais de la vie. Par contre, dès que c'est beaucoup plus proche du réel, ou que ça va lorgner vers quelque chose d'un peu horrifique pour le fantastique, pour ma mère, là oui, là j'arrive à les conquérir. Je pense que ça dépend des profils, parce que je pense aussi qu'il y a des gens, en fonction du rapport qu'ils entretiennent avec leurs parents, qui vont peut-être aller en opposition des valeurs de leurs parents ou des goûts, et donc ils vont regarder ce qui peut être entre guillemets interdit ou ce qui déplaît à leurs parents, et ils vont se construire en opposition, alors que certains et certaines vont se construire en équilibre. En l'occurrence, je sais que c'est un mélange un peu des deux, c'est-à-dire que je vais être nourri de ce qu'aiment mes parents et aussi de ce qu'ils n'aiment pas, ce qui fait que j'ai un peu tout comme ça. Je pense que ça dépend des gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, clairement, je regarde absolument rien de ce que mon père regarde. Mon père, il regarde beaucoup de choses de bandits, etc. En gros, c'est beaucoup de films avec du trafic, etc. Genre beaucoup de films hard, clairement. Comme Narcos, par exemple? C'est ça, totalement. Et toi, Zara? Moi, on a un peu les mêmes goûts. Après, comme tu l'as dit, les parents, ils réussissent des fois à se mettre d'accord sur des films, par exemple des comédies, ou c'est mon père qui force un petit peu maman, et finalement, elle aime bien. Par exemple, maman aussi. Elle a forcé papa à regarder La Reina del Flow. Il a regardé, il a arrêté. La Casa des Papel, on avait regardé tous ensemble, donc ils avaient aimé. Mais en vrai, j'ai plus les goûts de papa, moi. Ok. Et j'y repense, mais par exemple, avec ma mère, j'ai regardé Ed Gein et Dahmer. C'est ce genre de programme avec ma mère. Mon père, jamais de la vie, il reste devant. Question toute bête, mais pourquoi vous regardez des séries? Parce qu'on en regarde tous dans cette pièce. Ouais. Pourquoi on regarde des séries? Moi, c'est pour passer le temps parfois. Genre, parfois, je suis à la maison. Du coup, c'est un automatique. Genre, dès que je m'ennuie, je me pose dans mon canapé
avec des gâteaux et je regarde je peux passer des journées entières à regarder mes séries, genre comme ça, parce que je m'ennuie. Donc toi, c'est vraiment pour combattre ça. C'est ça, c'est pour passer le temps, ou même parfois, genre je suis en train de faire le ménage, par exemple, je suis en train de plier du linge ou quoi, bah je me mets devant ma série. Donc c'est aussi un accompagnement, c'est une présence. Bah c'est ça en fait. Je peux faire des travaux manuels par exemple, j'aurai toujours ma série à côté de moi en train de la regarder. Et toi, Anastasia? Moi, c'est pour passer le temps. Il y a du passage de temps, mais comme je fais toujours quelque chose en même temps, en fait, c'est pour accompagner. J'aime très peu le silence, il faut qu'il y ait un bruit de fond. Donc il y a cette histoire, puis mine de rien, comme je dessine et j'écris, c'est une grande inspiration. C'est toujours un plus. Et toi, Sarah? Moi, ça me permet de m'évader, enfin, de m'échapper de la réalité, comme lire, écrire, tout ça. Donc j'ai l'impression que pour vous trois, en tout cas, il y a un aspect réconfortant, quoi. Il y a une présence chaleureuse. C'est comme si c'était une personne qui vous accompagne, une série. En plus, avec le fait de, par exemple, re-regarder des séries qu'on a aimées, il y a aussi ce truc-là de réconfort. On sait où on va. C'est familier. On La sait nostalgie. qu'on C'est aime. réconfortant, c'est rassurant. Voilà, la nostalgie, comme le dit Sarah. Et toi, Kylian, pourquoi tu regardes des séries? Pour l'art. C'est tout bête, mais vraiment, j'en regarde jamais au hasard. C'est-à-dire que si je lance une série, c'est parce que je sais d'avance que, au vu de la bande-annonce, au vu du casting, du réal ou de la réal, au vu du sujet, de l'atmosphère, etc., si je lance, c'est pour ça que je suis quasiment jamais déçu d'une série. C'est qu'à chaque fois que je la lance, c'est parce que je me suis informé dessus avant et j'ai décidé de la regarder. Ou que c'est une saison justement que j'attends d'une série que j'ai adorée, etc. Donc ça va être vraiment, pas pour passer de temps, mais vraiment pour la culture et pour vraiment découvrir une œuvre au sens un peu noble. C'est-à-dire que je me pose, je fais que ça, je regarde. Et très souvent, je vais jamais regarder par exemple 2 séries en même temps. Même s'il y a des épisodes qui sortent une fois toutes les semaines et c'est tout. Je me consacre que à une série et je peux regarder une autre que si j'ai fini celle-ci. J'ai énormément de mal sinon à partager. Les seules fois où je fais ça, c'est si je suis une série avec mes parents et qu'au cas où il y a beaucoup d'espace entre deux parce qu'ils sont pas disponibles à cause du travail, etc. Et donc je débute une autre série dans mon coin que je regarde tout seul en parallèle de celle où je la suis avec mes parents. Mais sinon, je me consacre pleinement à une série et une seule et c'est pour ça qu'après je passe à autre chose. Mais il y a des séries qui me marquent tellement que j'ai du mal à enchaîner avec quelque chose ou il faut que j'enchaîne avec quelque chose qui n'a rien à voir, sinon il y a une sorte de comparaison qui se fait et ça va forcément déteindre sur la série que j'ai regardée après. Par exemple, après Severance, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu, j'ai eu énormément de mal à relancer une série parce que je me suis dit, là je suis tellement resté dans l'univers dans lequel je suis encore avec ces personnages-là que j'ai du mal à quitter. Sex Education m'a fait pareil pour l'attache aux personnages. J'étais tellement ami en fait avec ces gens, limite j'avais l'impression que je pouvais les côtoyer dans la vie, que j'ai eu du mal à lancer autre chose et surtout pas de teenage dans le côté universitaire machin parce que je me suis dit non mais c'est eux que j'aime. Les autres, c'est des sous Sex Education, en fait. Vous êtes moins bien que mes potes d'avant, quoi. Je veux pas changer de lycée, je veux rester avec ces gens-là, moi. Donc c'est pour ça que j'avais énormément de mal. Prochaine question. Est-ce que vous avez une idée du temps passé à regarder des séries? Kalissa, tu nous en parlais un peu. C'est ce que je disais. Pas trop de limites. Alors clairement j'ai pas de limite, parfois je peux passer des journées en plus des nuits entières à regarder, parfois je peux regarder genre juste 2 épisodes et puis c'est tout. En fait clairement ça dépend de ce que je fais. De l'engouement que t'as aussi pour la série peut-être. Non même pas, parce que même si c'est une série que j'apprécie pas trop, je peux passer des journées entières à regarder. Ah ouais. Oui, c'est vraiment juste pour passer le temps. Par exemple, le soir, parfois, en ce moment, à cause des grosses chaleurs qu'il y a là, je dors dans le salon. Du coup, je suis devant la télé, sauf qu'en fait, genre, par exemple, je me Robot Carpoli, et genre, je m'endors dessus pour avoir un fond, pour pouvoir m'endormir. Tu viens de m'envoyer un souvenir là, où j'ai dormi chez ma meilleure amie, elle s'endort devant, et j'ai subi Robot Carpoli jusqu'à ce que la télé se mette en veille. On parle de genre 4h du matin, hein. J'en pouvais plus. Depuis quelle heure? Oula, peut-être 23h je pense. Wow. En plus avec le générique, c'est-à-dire que Oui. ça se lance automatiquement, l'épisode fini, il y a le générique de fin, Oui. ça te remet le même générique, mais au début, t'as l'épisode, genre, je sais pas, 15-20 minutes, pas plus, et ça se relance et infiniment, et à la fin, le générique, là, si tu me le mets, je pense que je deviens violent. Ça Exactement. m'a hanté. Sauf que moi, c'est exactement ce que je fais, c'est que je mets Robot Carpoli. Ah ouais, non, moi, ça m'a hanté, hein.
vraiment, je pouvais plus entendre ce Simple- générique de près ou de loin. Simple question, c'est quoi Robocop Poli? Ah, Alors, c'est un dessin animé avec des véhicules en mode Transformers, des secteurs de la sécurité, pompiers, hôpitaux, policiers, etc. Ils ont tous une fonction et donc c'est un dessin animé mais vraiment pour les petits. Un peu pas de patrouille en termes d'âge. Pour les petits. pas que pour les petits. Pas que, mais Oui. dans le sens où c'est très Oui. léger, très mignon. Oui. Très rond, etc. Très doux, même en termes de couleur. Ça, Robocar Poli. à l'aide. J'ai un stress post-traumatique, d'accord. Et donc, c'est des petites pastilles, quoi. C'est très court. C'est des épisodes, c'est très léger. Il y a un incident, il le règle, fin de l'épisode. Un peu Et comme donc, Peppa Pig, en fait. et puis il y a pas de continuité non plus. Et donc, forcément, le générique revient très souvent quand c'est en boucle, parce que l'épisode il est court, donc Oui. il se finit vite. Donc c'est vite le prochain. Je tiens à dire quelque chose, c'est ma pauvre cousine qui dort avec moi en ce moment parce que du coup elle a subi ça tous les soirs depuis 2 semaines. Donc, Force à elle. le Petite matin, pensée. elle se lève- c'est ça, petite pensée à ma cousine parce que du coup le matin elle se lève, elle me regarde, elle fait j'en ai marre de ton dessin animé. On est ensemble. Voilà. Mais ma vie. Elle est traumatisée. Grave. Soutien aux victimes de Robocop Émotionnelle, Poli victime, qui sont vraiment. beaucoup trop sous-estimés. Sarah, pour revenir à la question, est-ce que t'as une limite de temps ou est-ce que vraiment tu peux dévorer une série entière? Bah moi du coup ça dépend si j'adore la série ou si elle m'attire pas plus que ça. Bon après si je regarde une série c'est que j'aime bien, mais il y a des fois des épisodes ils sont pas très intéressants. La série que je regarde des fois il y a des épisodes j'ai envie de les regarder à la suite. Je repousse ce que j'ai à faire pour regarder ma série. Mais sinon, il y en a, je peux m'en passer. Donc, ça dépend. Ça vous arrive d'abandonner des séries? Ouais. Je sais que moi c'est arrivé tellement rarement que je peux dire lesquelles. Où j'ai pas accroché et ça a pas réussi Moi et c'est ça arrivé marche pas. une fois. C'était quoi? C'était Shameless. Ok, alors je vois que deux noms mais ok. En fait, j'ai regardé le premier épisode, genre elle m'a saoulée parce qu'en fait c'est toujours la même chose, genre tout le temps. C'est Les très épisodes- répétitif. Bah c'est ça, on n'a pas l'impression que les épisodes changent, à part juste il y a 2-3 personnages qui arrivent et les dialogues, mais c'est tout. Et toi Anastasia, as-tu des limites en termes de temps d'écran devant une série ou pas du tout? Et est-ce que t'as déjà abandonné une série en cours, voire plusieurs? Pas vraiment de limite. J'en regarde pas beaucoup. Techniquement, il y a une limite, mais non, pas vraiment. Si j'aime vraiment et que tout est disponible, ça peut très vite enchaîner. Après, il y a très peu de séries, donc... Donc très peu d'abandon aussi. En fait, c'est comme toi, c'est que généralement, je me suis intéressée à la série. J'ai regardé si ça va vraiment m'intéresser. Donc, généralement, c'est très rare que j'abandonne quelque chose pour vraiment y aller pour avoir un abandon. Est-ce que t'as déjà eu cette fameuse phrase, quelqu'un t'a recommandé la série, malheureusement ça ne marche pas, ça n'accroche pas sur toi, et la personne te dit non mais continue, c'est à la saison 2, c'est à partir de la saison 2 où c'est bien. Moi j'ai eu ça avec The Good Place, où en fait j'aimais trop le principe, mais je trouvais ça trop niais. Tout le monde me dit non mais attends, persévère parce que la saison 2 c'est quelque chose. Sauf que j'ai pas envie de subir la saison 1 pour arriver à la saison 2. Donc pour l'instant j'ai abandonné. Voilà, désolé aux fans de la série qui m'écoutent. Comme Brooklyn Nine-Nine aussi. Brooklyn Nine-Nine, je m'attendais à quelque chose de super drôle. Et en l'occurrence, là où je me suis arrêté, c'est-à-dire genre épisode 3, un truc comme ça, de la saison 1, je me suis arrêté très tôt, ça ne prend pas sur moi. Alors que ça a l'air très rigolo, très gentil, quoi. Très sympa. Peut-être pas le bon moment aussi, il y a des choses comme ça. Pas le bon timing, peut-être. Je la relancerai sûrement un jour. J'en ai à rattraper aussi. La dernière saison de The Boys, la dernière saison d'Invincible. Je suis en retard, ne me spoilez pas, s'il vous plaît, en commentaire. Spoilez-le. Je ne lirai pas alors. On a parlé de temps d'écran, on a parlé d'abandon ou pas, mais on n'a pas parlé de finalement ce qui peut être relié à tout ça. Vous êtes plutôt série courte ou série longue ou les deux? Alors moi clairement je ne supporte pas les séries courtes parce que justement ils sont trop courtes. Du coup moi j'ai beaucoup de séries longues, bah par exemple les Bridgerton il y a beaucoup de séries, ils en font encore d'ailleurs. Je crois qu'on est à 8 ou 9 saisons. Par exemple The Rocky, ils sont en train de sortir la 9ème saison. Ils sont en train de sortir la 9ème saison. Dans les saisons il y a 22 épisodes. Ok, j'ai l'impression que c'est un peu le même format que NCIS, les experts, etc. où c'est justement souvent très long, ça s'étend... Parce que le concept doit être quasiment infini parce que c'est des enquêtes. En fait, on suit The Rocky, qui ça veut dire en fait le débutant. On suit de la sortie de l'école de police jusqu'à ce qu'ils viennent major. Donc en fait, là par exemple, je suis à un épisode où les personnages ont fini l'école de police, ils ont passé leur examen, et là ils sont en train de choisir justement leur profession. S'ils veulent être dans instructeur, s'ils veulent être officier, s'ils veulent être chef, s'ils veulent être... En fait, ils sont en train de choisir, et en fait, petit à petit, ils vont monter, et après la série, je pense, va s'arrêter là. Ah donc t'es vraiment vers la fin, t'es vers saison 8 là? Je suis à la saison 5. À 5? Oui. Donc faut tenir plusieurs saisons après quoi. C'est ça. Mais malheureusement, j'ai pas la saison 8 sur Netflix.
et je la cherche un peu partout. Je sais pas où elle est. Donc si vous la trouvez, bah dites-moi où elle est. Elle a son One Piece à elle, s'il vous plaît. Elle cherche un trésor. Moi, je suis pas trop série longue, mais après, ça dépend. Vraiment, si la série, elle est vraiment intéressante et que je trouve si je trouve qu'elle mérite, on va dire, d'avoir autant de saisons, autant d'épisodes. Bon, après, c'est un avis personnel. Mais sinon, je préfère plutôt des séries de 2-3 saisons max. Parce que c'est ça aussi, on a vu le scandale autour de Game of Thrones, avec une histoire très intéressante d'ailleurs, qui mériterait tout un podcast à elle seule, pardon. Mais il y a des séries qui déçoivent parce qu'il y a la saison de trop ou la dernière saison est ratée. Est-ce que vous avez justement une série, par exemple, que vous aviez adorée, mais maintenant elle continue peut-être et les saisons s'éternisent et c'est que des saisons de trop encore et encore et encore, ou une série justement qui a eu au moins une saison de trop selon vous, qui aurait dû s'arrêter à celle juste avant ou quelque chose comme ça? Par Riverdale. J'ai l'impression que c'est Ouais. c'est générationnel. Je sais que j'ai plusieurs amis qui me disaient c'était sympa, mais au bout d'un moment il fallait peut-être arrêter. Bah oui, ils ont rajouté des trucs, enfin ça a rien à voir quoi. Donc Riverdale pour toi. Ouais. Alors moi c'est Mercredi Addams, mais sauf que ça va pas être une série de trop, justement, il manque des saisons. Ah, Vraiment. après j'ai l'impression... Parce Est-ce que c'est parce que la saison 2 que- donne une impression de fin? Alors non, pas du tout, justement, on attend Ah. j'attends vraiment une suite en fait de cette série parce que j'adore Ok, donc cette là série. c'est l'inverse. C'est ça, c'est l'inverse en fait, c'est pas la saison de trop en fait, justement, il en manque une saison. C'est prévu. Oui, c'est prévu, mais justement, on l'attend en fait. Et Ah oui, donc ça va, là c'est de la hype. à chaque fois, genre, il sort en retard. Ah bah c'est très Ouais. dur, mais C'est c'est très chiant. dur de faire une L'attente. série quoi. Ben non mais même Oui, de bah réaliser, oui. c'est très dur de le sortir. Le budget, Il y a des droits, tout l'écriture, ça, donc c'est faut aussi Mhm. les le comprendre. casting, les Ah, acteurs ouais. et les actrices sont peut-être aussi monopolisés ailleurs. En termes de saison trop, alors il y en a quelques-unes qui me viennent, mais surtout 2 saisons exceptionnelles, 2 autres infâmes, et j'en veux à Netflix et je leur en voudrais toute ma vie. Umbrella Academy. C'est une série qui a été massacrée à cause de la grève des scénaristes. Ah, Et oui, ça oui. s'est bien ressenti entre des mécontentements de la part des équipes, une baisse de budget, etc. Et en fait, pour moi, ces 2 saisons, les 2 premières sont des claques, sont exceptionnelles, adaptées d'un comic books en plus plutôt niche. Mm. Donc c'était courageux d'adapter ça. Et alors la saison 3 était une catastrophe et la saison 4 s'est dit, et si j'arrivais à faire pire que la saison 3 qui était déjà vraiment très mauvaise. En termes de séries annulées, alors que j'aimais beaucoup et surtout je trouvais qu'il y avait des défauts qui pouvaient être corrigés dans une saison 2, ça s'appelle Daybreak. J'ai l'impression que personne ne l'a regardé et c'est justement pour Je l'ai ça. regardé. Moi j'ai adoré cette série, j'aimais Elle trop est la vibe. incroyable. Ah bah merci, je me sens moins seul. Et elle a été annulée faute d'audience parce que ça marchait pas. Oui, ouais. Et je suis très triste de ça. C'est avec une genre d'apocalypse ou un truc comme ça. Tout là. à fait, avec des ghouls. En fait, c'est une sorte d'apocalypse zombie, mais c'est pas des zombies, Ouais. qui touche que les adultes. Et les enfants, mais surtout adolescents, plus pratique à mettre en scène, doivent survivre. Et donc c'est comme une sorte d'apocalypse zombie, mais fun. Parce qu'en plus, Ah ouais. faut imaginer que c'est que des ados et des ados avec des problématiques d'ados. Et c'est très drôle. Et donc, en plus, c'est très référencé. C'est-à-dire qu'il y a de la référence à Mad Max, il y a de la référence à Walking Dead, à tout ça. Ouais. Et il y a justement des blagues sur le fait qu'ils appellent ça des ghouls. Et c'est pas une infection zombie. C'est-à-dire que si on te mord, c'est tout. Il n'y a pas d'infection. Les ghouls essayent de dévorer la chair humaine des adolescents. Mais c'est pour se nourrir. Il n'y a pas de contagion. Ce qui fait qu'il y a une blague très drôle là-dessus où le personnage principal, attention spoiler, va s'amputer un doigt à un moment donné parce qu'il a été mordu. Oui. Et il y a une enfant qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas des zombies, t'allais pas te transformer, fallait juste désinfecter ta plaie, t'avais pas besoin de couper le doigt. Et vraiment il la regarde avec un air hébété de je viens de me trancher l'index pour rien. T'as des moments de comédie qui sont excellents, le personnage principal est super attachant. Ah oui. Il y a un twist en termes de relation de personnages qui est hyper intéressant. Et pareil, encore une fois, la fin de la saison 1 vise et tend à une suite qui n'aura jamais lieu. En sachant qu'en plus, ça doit dater de au moins, fait peut-être 2016, 2017. Ouais, ça date quand même. C'est garanti qu'il n'y aura jamais de suite. En plus, ça a été confirmé. Bah moi je que te propose vraiment, qu'on fasse la suite. Allez. Est-ce que j'ai vécu ça il y a pas très longtemps avec une série qu'on m'a fait découvrir. Est-ce qu'il y a une série qui a été annulée que vous aviez adorée? Vous êtes extrêmement triste parce qu'elle a été annulée parce que faute d'audience ou... Je sais que moi il y en a une que j'ai découvert il y a pas très longtemps que j'ai trouvé sympa sans plus mais qui finit sur un cliffhanger de fou. Le problème c'est qu'elle a été annulée. Everything Sucks sur un jeune garçon qui s'appelle Luke qui essaye de faire un peu de cinéma dans son lycée où il y a une section, il y a un club audiovisuel et ça va évidemment aussi parler de relations sentimentales puisque c'est les premiers émois amoureux et il va tomber
tomber notamment amoureux d'une fille, mais qui s'avère lesbienne. Donc il y a tout un conflit entre ses sentiments à lui, le fait que elle n'est pas attirée par les garçons et donc ça le peine, mais, et c'est ça qui est très beau et très touchant, il va passer au-delà et puisqu'il l'aime, il va être un très très bon ami et donc il va l'aider à accepter sa sexualité alors qu'on est dans les années 80, donc forcément encore plus compliqué, et aussi à essayer de réaliser ses rêves d'audiovisuel alors que c'est pareil, il y a l'étiquette de geek à l'époque et donc ceux qui essayent de faire de l'audiovisuel sont maltraités par les classes populaires, etc. Et c'est très chouette, les personnages sont très humains, très réalistes, très touchants, il y a vraiment des bons moments de comédie et il y a tout un rapport avec le papa qui en fait est absent et qui a laissé que des cassettes où il explique qu'est-ce qu'il vivait et pourquoi il est parti à son fils, donc à Luc. Et en l'occurrence, on a un twist à la fin de la série par rapport au papa, que je ne vous spoil pas, qui amène clairement, attention, on se retrouve dans la saison 2, annulée. Elle date de facile 2016, voire peut-être un peu plus vieux la série. Donc on arrive à 10 ans. En plus, il y a notamment Sydney Sweeney qui est dans cette série, qui joue une adolescente, qui n'est plus une adolescente, tout comme le reste du casting. Et donc par conséquent, impossible de créer une continuité de la série alors que tous les personnages ont vieilli. C'est bien triste parce que c'était une chouette série qui méritait plus. Est-ce que vous avez vraiment un genre de série préféré ? Je réponds très rapidement non, puisque une fois que je suis dans l'histoire, ça peut être de la comédie, du thriller, de la série historique, etc. Je suis ouvert à tous les genres, policiers, absolument tout, fantastique. Alors moi je suis fantastique, historique et policier. Donc ces trois-là j'adore. Drame aussi, avec Desperate Housewives. Comédie aussi. Comédie aussi, oui, beaucoup comédie Desperate aussi. Housewives. Ouais. Pas forcément d'autres genres. Non. Et moi, exactement comme toi, j'ai pas de genre favori, de genre que je préfère, parce que maintenant je suis ouverte à tout. Et depuis que j'avais fait du spécialité cinéma au lycée, je regarde vraiment, j'ai même regardé des films en noir et blanc que j'aurais jamais cru regarder. Enfin vraiment, j'aime de tout maintenant, donc peu m'importe. Je vais vous rejoindre, Kylian et Sarah. Moi, du moment que l'histoire me plaît, j'ai pas spécialement de genre, même s'il y a des thèmes qui se démarquent avec l'aspect policier ou ce genre de choses, où l'histoire peut vraiment regarder tout. Est-ce que vous êtes plutôt plateforme, DVD ou attention, on va aller loin, cassette VHS? Plateforme. Moi aussi. Et 1 ou 2 coffrets DVD. Ouais, sinon DVD, ouais. Alors moi, chez moi, j'ai un peu de tout. J'ai des DVD, j'ai des cassettes. Mais je suis beaucoup sur les plateformes, puisque nos lecteurs DVD et cassettes sont cassés. Casser la cassette. Du coup, je suis beaucoup sur les plateformes genre Netflix, Disney+, Prime Video, Paramount. En plus, il y en a énormément. C'est ça, il y en a tellement que franchement, je saurais pas tous les citer, tout ce que j'ai. Il y a TF1 Plus en plus maintenant, du coup. Et en fait, je rejoins Kalissa, c'est un peu tout, même si les appareils sont plus trop en fonction, mais en tout cas, j'ai 26 ans, j'ai un peu connu tout, et les cassettes, j'en ai d'excellents souvenirs. Voilà, un Bonne nuit les petits. Oh waouh. Oh Voilà. Bonne nuit les petits. Prends elle. Et Nicolas. Non, sinon, j'avoue que j'aime bien les DVD. Avoir l'objet physique, c'est plus rassurant et au moins tu peux t'assurer de le regarder à peu près quand tu veux. Et je trouve qu'il y a un geste, il y a quelque chose de réconfortant dans le fait de je mets ma disquette, je claque. D'avoir une action à faire, moi j'ai toujours apprécié ça. Même pour ce qui est des jeux, le fait de vraiment mettre le CD. Mine de rien, le DVD, il y a des bonus qui sont très rares sur les plateformes. Même si ça arrive, il y en a quelques-uns. C'est pas tout. Alors les making-of. Voilà. Parlons des making-of. Scènes coupées, tout ça. Donc un peu tout. La seule cassette dont je me souviens, et je sais que je la regardais beaucoup et je ne sais plus où elle est, je pense qu'elle est dans notre grenier, c'était celle de la série, alors je me trompe toujours sur l'année, mais de Spider-Man, mais des années 90, avec le générique à la guitare électrique que j'adorais. Et elle m'a beaucoup marqué. Je ne sais plus du tout où elle est malheureusement. Quelle série vous a impressionné? Où là vous vous êtes pris une gifle, une claque? Ça peut être notamment par rapport à la réal, par rapport au montage avec Severance, la performance d'acteurs, le rythme, peu importe. L'univers aussi mis en place, les effets spéciaux aussi, parce que mine de rien, avant c'était l'apanage des films, mais maintenant il y a des budgets tellement colossaux pour les séries. Avant ça a été Game of Thrones pendant des années à avoir le budget le plus élevé. Récemment il y a eu Stranger Things qui a dépassé le record en termes de budget pour une série. Est-ce qu'il y en a Moi oui, il y en a une, comme celle que j'ai parlé tout à l'heure, c'est Supergirl. Les effets spéciaux dedans sont juste incroyables, genre vraiment. On dirait que c'est vrai en fait, tellement ils sont bien faits. Je trouve franchement, avec le budget qu'ils avaient pour faire cette série, ils se sont super bien débrouillés parce que clairement, les effets spéciaux, genre ils sont super bien faits dedans. Moi j'ai pas du tout j'ai pas de série qui me vient en tête. Après je sais qu'il y en a beaucoup. Enfin j'en ai pas vraiment qui m'ont marqué en soi parce que Stranger Things, je l'ai regardé, je l'ai adoré. Mais en soi ça m'a pas
m'a vraiment marqué niveau effets spéciaux, tout ça. Enfin, c'est waouh. Hein. Même les décors, moi je croyais que les décors étaient fous. J'aime trop regarder les backstage et du coup à chaque fois je regarde ça sur YouTube et j'ai vu que les décors étaient réels sur Stranger Things et puis je me Ça suis fait dit, du waouh. bien, je trouve, d'avoir du solide. Ouais, et sinon j'aime bien les films, tout ce qui est requin. Ah là, j'aime trop regarder les Super making-of. spécifique. J'aime trop regarder pas les making-of, les backstage de ça. Enfin, je trouve ça beau. Mais sinon, non, il n'y a pas grand chose qui m'a... Waouh. La dernière en date, là, c'est Edgin et Severance, les deux. Et là, j'ai hâte parce que j'ai un peu de retard, mais il y a Pluribus où, vu l'aura de la série et les retours qu'il y a eu, je sens que je vais me régaler et j'ai qu'une hâte, c'est de me lancer. Edgin, c'est en tout y est. Pour ce qui est des références méta, l'écriture, l'étalonnage, le montage, la réalisation magistrale, la performance d'acteurs est folle, c'est impressionnant. The Studio aussi qui est excellent, plein de plans séquences super drôles, des caméos de fou dans l'univers du cinéma. En termes de vraiment être impressionné, de me prendre ça en pleine figure, de me dire waouh, ils ont réussi à faire ça, c'est vraiment les exemples que j'ai en tête. Pour ma part, je vais citer une série et potentiellement 3 d'animation. Pour la série, je vais prendre le live action de One Piece. Perle rare dans le milieu. Ça m'a bouche bée ce qu'ils ont réussi à faire pour l'adapter et que ça passe aussi bien. Les retours publics sont fous. C'est du jamais vu, je trouve, pour une adaptation live action. Je sais pas. En fait, le sujet live action est compliqué et mériterait tout un... Pour le coup, One Piece, ça a vraiment cet aspect où, quand tu penses à One Piece, tu vois pas live action derrière. C'était pas possible sans y mettre un budget astronomique pour arriver à quelque chose qui passerait plus ou moins. Mais pour le coup, ils ont réussi à faire quelque chose qui est vraiment impressionnant. Et qui plus est, avec l'aval et les félicitations de l'auteur. Ce qui, je pense, est la plus belle des récompenses. La supervision même. Ça, c'est la classe. Et pour l'animation, je vais citer 2 œuvres en même temps parce qu'elles ont une aura similaire. Il y en a une, j'ai plus le nom, mais en gros, c'est une adaptation du conte de Monte Cristo. Oh. L'autre, ça va être Mononoke. Ce sont 2 œuvres, du coup, 2 séries d'animation japonaises. Ils ont un aspect graphique tellement prenant, c'est coloré, il y a des formes, ça n'a aucun sens. Faut pas chercher de sens. Mais ça change tellement et l'histoire est prenante, tu suis. Et les interprétations des acteurs derrière et tout ça. Pour le conte de Monte Cristo, c'est une série que du coup ma mère regardait, qu'elle a en DVD, et qui a cet aspect aussi qui rappelle avec des motifs, c'est pas des couleurs unies, parfois c'est des motifs, de la texture, et je trouve ça vachement impressionnant. Pour la dernière, quelque chose qui m'a un peu impressionné parce que je pensais pas que j'aurais aimé, The Amazing Digital Circus. La 3D. C'est vraiment une 3D un peu jeu vidéo pour enfants qui date un peu. Pourtant, c'est trop bien. Et le rendu est super. T'as dit ça, j'ai pensé Adibou. On est dans Adibou. Potentiellement. Mon Dieu, nous sommes dans Adibou. Adibou, c'est le surnom de mon frère. Bah, coucou à Adibou s'il nous écoute. Quelle série aimeriez-vous oublier pour la redécouvrir de nouveau? Mononoke ou Stargate? Desperate Housewives. Good Girls. Oh, j'adore Coup de Girl. Arrête. Ça fait longtemps que j'ai regardé, mais... Ah non, pardon, je vais te faire un faux espoir. J'ai confondu avec New Girl, que j'adore. Super. Oui, je me suis dit, c'est bizarre, s'il y a personne qui connaît d'habitude. Good Girl, si je Désolé. connais, moi je l'ai vu. Et toi, Kylian? Bah, je vais peut-être dire juste l'une de mes séries préférées, ou pareil, série coup de cœur à égalité en fait avec Doctor Who. Je sais qu'elle est faux, mais qu'est-ce que je t'aime. Sherlock. J'adore Sherlock. Thème numéro 2, clairement en vrac. Alors, on va commencer avec vous. Est-ce qu'il y a une série qui mériterait plus de succès? Moi j'en ai une, c'est plus de renommée, parce que j'ai adoré. Je pense qu'elle a pas eu du tout... c'est pas un échec commercial ni rien. J'ai l'impression que peu de gens la connaissent. C'est The End of the Fucking World. Oui. Je connais pas. Exceptionnel, qui est un... Alors, il y a un genre dans le cinéma qui s'appelle le road movie, et en l'occurrence c'est du road movie mais en série. Donc une... road series exceptionnelle sur 2 adolescents qui s'échappent en fait un peu de leur quotidien, du monde adulte, etc. Le pitch de base, c'est que il y en a un des deux qui a vraiment des problèmes mentaux et qui veut tuer un être humain. Ça a l'air super glauque au départ et ça l'est, mais ça va dériver dans complètement autre chose, qui est au contraire même très touchant et très humain. Et c'est tout ce que j'adore en termes de l'impro de la vie, s'en sortir avec les moyens du bord, un côté à l'arrache, esthétique du chaos, tout dérape. Ils vont voler
voler dans des supérettes parce qu'il faut s'acheter à manger, parce qu'ils ont volé la voiture, ils vont la planter ailleurs, donc faut se déplacer. Faut se déplacer par les moyens du bord, peut-être faire du stop, tomber sur quelqu'un de super louche qui en fait va les attaquer. Donc faut ensuite sortir des griffes de cette personne pour aller je sais pas où. Ils vont se blesser en forêt. Et cette espèce de chaos permanent où les personnages, il leur arrive que des péripéties mais à échelle humaine, où il y a rien d'extraordinaire, mais ça nous arrive à chacun d'entre nous. C'est exceptionnel et on en parle tout le restant de notre vie. J'adore. Et en plus ça traite aussi de thématiques assez sombres, notamment dans la 2e saison. On parle de VSS, on parle de sujets très lourds, mais avec une forme de légèreté qui fait que le message passe non seulement très bien, et en plus c'est supportable et c'est agréable, même pour des personnes qui, je pense, pourraient être concernées par ce genre de sujet grave. Où vraiment, il y a toujours de l'espoir. En fait, c'est ça que j'adore dans cette série, c'est que ça parle d'un postulat très rebelle, tout est dans le titre en plus. Viens, on s'évade, viens, on se casse de ce monde qui veut pas de nous, mais il y a de l'espoir et il y a de la beauté dans la réunion de ces deux personnes, alors qu'encore une fois, le pitch c'est, il y en a un qui veut tuer l'autre à la base. Et pourtant, ça va créer une amitié folle. Donc je recommande très très chaleureusement. Alors moi, oui, j'ai une série à recommander énormément. Franchement, je trouve qu'elle a pas fait assez de succès vu comment elle est trop bien, mais c'est Downton Abbey. Oh, culte Downton Abbey. Sauf que on dirait qu'elle a fait du succès, mais elle a pas fait tant de succès que ça. Oh, il y a eu quand même 3 films pour finir la série et tout ça quand même. Oui, mais il y a eu 3 films, mais ils ont pas fait autant de succès que ça. Enfin, les films ont fait un peu plus de succès que la série. C'est un peu le prédécesseur des chroniques de Bridgerton. Oui. C'est ça, c'est l'avant des chroniques de Bridgerton. En gros, les chroniques de Bridgerton, c'est la suite de Downton Abbey. D'accord, ça se défend. Moi, c'est La vie d'Adèle. Je sais pas si vous connaissez. Tu connais? Alors, je connais le roman graphique Le bleu est une couleur chaude, adapté en film, mais ils ont fait une série qui s'appelle La vie d'Adèle et ça n'a rien à voir. Je connais pas ce que tu me dis alors, je sais pas. C'est une romance lesbienne ou pas du tout? Non. Ah d'accord. Non, Ah donc non, ça n'a pas rien à voir, ça a le même titre mais c'est pas du tout pareil. Non, pas ok. du tout. Ben, je sais pas si... parce qu'en soi, moi, j'ai pas vu qu'elle était énormément connue. Donc, je dis ça comme ça. Je sais pas si... après, moi, j'ai pas vu qu'elle a eu tant de succès que ça. Après, peut-être, hein. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est une super série. Là, du coup, c'est La vie d'Adèle. C'est sur Netflix. Je crois qu'il y a 2 saisons, si je me trompe pas. Ou une, je sais plus. Et bon, en vrai, je sais pas trop. Je saurais pas trop expliquer. C'est une série un petit peu psychologique, mais vraiment, elle est intéressante, je trouve. C'est pas Mon amie Adèle? Ouais, c'est Mon amie Adèle. Ah, c'est pour ça. Ouais, non, bah, je me trompe à chaque fois le nom. Excusez-moi. Non, pas de souci. Ok. Bah je découvre. C'est quoi, juste vite fait, en quelques mots? C'est une fille qui a eu des problèmes donc dans sa vie avec l'alcool, la drogue, tout ça. Bon, d'autres problèmes aussi. Bon, je vous spoil pas en soi parce qu'ils le disent dès le début, on va dire. Elle a une méthode pour sortir de son corps, faire des voyages astro. Et du coup, elle a fait ça avec un ami à elle qu'elle avait rencontré dans un hôpital psychiatrique. En fait, ils ont échangé de corps. Bah, il l'a tué. Il a tué la femme, du coup. J'adore le pitch. Parce qu'il voulait la vie de sa copine. J'adore le pitch. Voilà. Mais vraiment, c'est super cool. Je le conseille, vraiment. Alors ensuite, on va passer à quel acteur ou actrice de série mériterait plus de succès? Alors moi, elle a déjà fait beaucoup de succès, on la connaît déjà de partout, mais c'est Eva Longoria qui joue Gabrielle Solis dans Desperate Housewives. Qui en ce moment est en train de découvrir la France de manière culinaire, dans un truc qui a l'air très chou et très rigolo. C'est Où en ça. fait, elle va en France et elle mange et elle boit et fait c'est trop bien la France. Région suivante. C'est clairement ça. Bon, on la connaît partout, hein. Elle mérite son succès qu'elle a maintenant et franchement, c'est une super bonne actrice. Et elle joue super bien ses rôles dans tous les films qu'elle a pu faire et séries. En parlant de personnes qui a eu du succès, je suis trop content parce que dès que je le vois, je suis heureux. C'est Bryan Cranston par rapport à Malcolm et Breaking Bad. Je suis très content qu'il ait percé au cinéma et qu'il soit pas resté dans ces 2 rôles cultes qui auraient pu lui coller à la peau, comme beaucoup d'acteurs et d'actrices qui malheureusement sont rattachés à un personnage toute leur vie et ça leur a tué leur carrière. Je pense par exemple à notre cher Harry Potter avec Daniel Radcliffe qui finalement a jamais fait grand chose après Harry Potter, ou des trucs très bizarres, très spécifiques mais toujours très niche, à part son apparition dans Insaisissable 2, comme un film qui s'appelle Akimbo où il a 2 flingues greffées dans la paume des mains, qui a l'air très spécial et qui a fait un four, je crois, vraiment un bide total en sortie. J'ai l'impression qu'il est toujours attaché à des films d'auteur mais très niche ou des choses particulières. Tant qu'il s'épanouit, trop bien. Mais bah, on aurait pu se dire, oh, bah ça y est, c'est un acteur jeune boosté par une saga de blockbuster, c'est bon, il est tranquille. Et en fait pas du tout. Il est resté malheureusement trop accroché à son personnage d'Harry Potter, et je suis tellement content quand je vois quelqu'un comme Bryan Cranston où c'est l'inverse et quelqu'un qui mériterait plus d'attention. Moi, je vais remettre un peu de lumière sur quelqu'un qui a traversé un peu de sombres années, le rappeur et acteur du coup Top, ou Choi So-yeon, qui a joué Thanos dans Squid Game. Ah oui,
mais il est vraiment rappeur dans la vie? Oui, il a fait partie du groupe Big Bang. C'était aussi, et ça l'est toujours puisqu'il a juste pris une pause, on va dire, mais c'est aussi un acteur. Et il est revenu avec Thanos. On lui souhaite de continuer à revenir sur le devant de la scène parce que... Il était merveilleusement détestable dans Squid Game, il a fait très bien son travail. Voilà. Les séries coréennes, oh là là. On n'en parle pas assez. Ah non. Les K-drama, tout ça, oh là là. Mettez de la lumière sur, je trouve, les thrillers, sur tout ce qui sont forts. Oui, vraiment, ils sont très très forts. Série de zombies en une seule saison, All of Us Are Dead, où c'est des lycéens pendant une épidémie zombie. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Elle est très bien, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Je pense que après les États-Unis, ceux qui ont presque accaparé le genre et qui ont vraiment fait vivre le genre, qui le font toujours vivre, devenu un peu entre guillemets ringard, c'est vraiment le sous-genre du film de zombies. Je trouve qu'il y a personne qui le fait mieux que les Coréens. Avec je trouve. Le dernier train pour Busan aussi, en termes de film, ils sont trop forts. Dès qu'ils touchent à des zombies, c'est exceptionnel. Merci la Corée du Sud pour ça. On a parlé des acteurs qui mériteraient plus de succès, mais est-ce qu'il y a des acteurs qui sont pour l'instant que dans des séries que vous aimeriez voir au cinéma? Alors moi j'ai pas son nom et je l'ai vu dans quelques petits trucs mais trop vite fait. C'est l'acteur qui fait Arthur Shelby dans Peaky Blinders. Quand on voit la performance qu'il donne dans cette série, on se dit qu'il peut vraiment donner énormément au cinéma. Et vous les filles? C'est la mère dans les Bridgerton. J'aimerais trop la voir dans un film parce que vraiment elle a grave le potentiel pour être dans un film. On la voit que dans des séries, dans des petites séries, mais on la voit jamais dans les films. Et toi Sarah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te marque? Moi il y a plusieurs personnes, mais par contre je connais pas les noms, mais... Si t'as un rôle pour qu'on les identifie? Non, même pas. Mais du coup je vais dire quelque chose. Des personnes sur TikTok qui font des actings, notamment des femmes qui sont très très fortes, des jeunes femmes. Elles mériteraient vraiment tellement de succès, enfin d'être contactées par Netflix ou par... Après j'ai pas de nom comme ça qui me vient en tête. Franchement il y en a, elles sont super fortes. L'actrice principale de Fleabag, déjà excellente série. Elle fait énormément de choses. Elle est autrice, elle est comédienne de théâtre. Fleabag c'est à la base un spectacle sur scène qu'elle a transformé en série. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a qu'une seule pierre sur son grandin infini qui manque, c'est le cinéma. Ou alors si c'est le cas, je suis désolé, je savais pas qu'elle était dans un film ou réalisatrice, mais j'aimerais trop qu'elle puisse encore grandir vu le talent qu'elle a, et notamment sur grand écran. Très bien. Prochaine question. Qu'est-ce que vous pensez des séries originales sur les plateformes telles que Apple TV+, Amazon Prime, Netflix et toute la clique? Je trouve que des fois c'est là où ils excellent le mieux. En l'occurrence, Stranger Things, série originale Netflix. Je trouve que Netflix a rarement fait quelque chose de plus fort que Stranger Things. Alors que leurs films, très souvent, je trouve qu'ils sont médiocres, voire pires. Mais alors en série, il y a quand même beaucoup de belles choses. Et Amazon Prime sont très forts aussi. Mais là, je pense surtout à The Boys, en fait, je suis trop fan de The Boys et de l'univers rattaché à The Boys, notamment le spin-off Gen V, qui j'ai l'impression, pareil, a un peu flop, où c'est pas fait entendre plus que ça, alors que les 2 saisons sont très sympas. Mais surtout pour moi, les cadors du genre, et je trouve qu'ils mettent vraiment les autres dans l'embarras, tellement ils sont forts, c'est Apple TV+. C'est-à-dire que pour le moment, toutes les séries qui sortent d'Apple TV+, ont une forme de maestria, on sent qu'ils ont contacté des auteurs, en fait, vraiment des auteurs et des auteurs où les personnes maîtrisent tellement leur sujet. C'est-à-dire que Pluribus, qui est une série Apple TV+, ils vont chercher quand même le papa de Breaking Bad et de Better Call Saul. On parle d'un boss, quoi. The Studio, qu'est-ce que j'aime cette série, c'est si drôle. Et encore une fois, je le redis, mais Ben Stiller, je t'aime. The Severance, tout court. C'est vraiment un travail élégant, tellement précis, tellement bien écrit. La réalisation est folle. Moi, c'est surtout en termes de réal, quoi. Je vois des mouvements de caméra que je vois pas d'habitude, et qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Et pour ce qui est de Disney+, j'aimerais mentionner les 2 séries Marvel que je trouve les plus fortes. 3, les 3. C'est WandaVision, qui est vraiment très très bonne, et ça fait du bien de voir des refs à plein de sitcoms, etc. C'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Et surtout dans le carcan Marvel, Loki, qu'est-ce que j'aime cette série, et qu'est-ce que j'aime Tom Hiddleston. Et ma série préférée pour l'instant de l'univers Marvel, c'est Daredevil Born Again. On en reparlera très vite parce qu'il y a une question dans le jeu que je vous ai concocté pour tout à l'heure. Je spoil d'avance, mais je vais dire Born Again, c'est par rapport à la surprise que ça a été pour moi, où je m'attendais à quelque chose de sympa, voire bon, vraiment j'avais peur vu l'état du MCU actuel, qu'il régale, mais alors la saison 2 c'est merveilleux, je dis oui. Et vous, qu'en pensez-vous Sarah, Kalissa? Alors, je regarde beaucoup de séries sur Netflix et Disney+. J'ai un problème avec Netflix, c'est que les séries partent trop vite de Netflix. Ils les enlèvent beaucoup trop vite. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et sur Disney, franchement, j'ai rien à redire sur Disney parce qu'en fait, il y a vraiment de tout. Genre, il y a du Pixar, il y a du Marvel, il y a du
et du Hulu, merci maintenant. Donc en fait, il y a un peu de tout. Donc ça qui est bien avec Disney, c'est qu'il n'y a pas forcément que des Disney. Moi, je dirais Apple TV+. Moi, déjà, on les voit pas ailleurs. Elles ont pas tant de succès que ça, et je trouve qu'elles mériteraient plus de succès. Comme du coup, la question qu'on avait dit avant. Là, du coup, ces séries-là, elles méritent plus de succès, je trouve. Il y a une vraie patte d'auteur, en fait. Je trouve que Ouais. chaque univers est unique et tu reconnais qu'il y a quelqu'un de spécifique derrière. Moi, il y a une série sur Apple TV, mais c'est par rapport à l'univers de Astronomie, astrologie. ouais, astronomie, tout ça. Hmm. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Aussi, la série Hijack ou Ojack, je sais plus. Elle est super bien aussi, celle-là. Je crois que c'est Hijack. Hijack, je voilà. vois le logo. Ouais, si, c'est Hijack, ouais. C'est ça. Alors, on va passer à une question suivante. Où j'ai l'impression que tu as déjà ta réponse. Quelle série issue d'une adaptation préférez-vous ? J'ai l'impression que c'est One Piece du coup. Ou en tout cas, belle surprise dans ce domaine-là pour toi, Anastasia. Fais un tour de table. La réflexion est intense. J'ai envie de redire Born Again parce qu'en plus il y a des planches de comics. Il y a vraiment des pages qui ont été adaptées en plan et ça fait vraiment du bien aussi. Et sinon, en adaptation... Si, Sherlock. Sherlock, ça reste quand même extrêmement fort, je trouve, en termes d'adaptation des romans, parce qu'on garde l'essence tout en changeant de contexte historique, alors que le contexte historique fait un peu tout Sherlock. Ils ont montré que c'était possible, et j'avoue avoir une nette préférence pour Sherlock comparé à Elementary. Benedict Cumberbatch, je t'aime. Et vous, les filles? Moi, j'en ai pas qui me vient, mais si jamais vous en avez à proposer, ou alors les personnes qui nous écoutent, les pièces de théâtre qui sont retranscrites, comment on peut dire Oui, retranscrit, adapté. Ouais, adaptées en série, du coup plus dans le cinéma, ça serait cool. J'aimerais bien, parce que là j'en ai pas qui me viennent en tête, Ouais. mais ça serait intéressant, ouais. Il y a quand même un bon nombre de Roméo et Juliette qui tournent. Et ça j'aime pas. C'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup de faits réels adaptés en série qui sont très très chouettes. Ouais. Toute la saga monstre sur les tueurs en série. Encore une fois, Ed Gein m'a retourné la tête. Vraiment, c'était magistral. Mais il y a beaucoup de faits divers, d'enquêtes policières qui ont été adaptées en série qui, je trouve, ont été magistralement menées. Je dis beaucoup trop de fois magistral. Ce sera le titre de mon autobiographie. J'espère qu'elle sera adaptée en série par Apple TV+. Kalissa, as-tu une idée? Oui, justement, quand il a parlé de policière, ça m'a fait penser à Chronique criminelle. J'adore ce genre de choses. J'avoue que parfois, je vais au travail, j'ai ça dans les oreilles, clairement. On va vous laisser nourrir les commentaires d'adaptation. Je trouve aussi que c'est plus discret. C'est-à-dire que souvent au cinéma, la promotion va se faire autour de regardez, c'est une adaptation de telle œuvre. Il y a des enjeux autour. Est-ce que la personne à l'origine de l'œuvre est en accord, etc. Des fois, il y a des polémiques sur les adaptations, sur les changements. Il y a des débats autour. Tandis que pour les séries, souvent, c'est juste au début dans le générique, dans les crédits, où ça va être notifié que c'est adapté d'une œuvre préexistante ou non, mais c'est plus méconnu. L'un des rares cas, c'est La Servante écarlate, où je trouve que là, oui, clairement, tout le monde sait que ça vient des romans, mais sinon, j'ai l'impression que ça passe souvent entre les mailles du filet, où les gens sont moins au courant, sauf quand il s'agit d'un univers mais très pop, c'est-à-dire que les adaptations de jeux vidéo comme Fallout, par exemple, où oui, on sait que ça vient du jeu vidéo, mais par contre, pour ce qui est des adaptations de romans ou de nouvelles, tout ce qui est un peu plus littéraire, peut-être, j'ai l'impression que ça passe un peu plus à la trappe. Et moi, je vais vous conseiller, je vais rejoindre Kylian et vous conseiller la série d'animation Moriarty, The Patriot, qui est donc Sherlock Holmes, mais en se concentrant sur le personnage de Moriarty, son pire ennemi. Et c'est vachement prenant. Et les choix qu'ils font, en tout cas pour l'instant dans le livre, c'est ultra intéressant et ça change. Pour le coup, la série est très bien réalisée, même si on voudrait qu'ils adaptent un peu plus de chapitres. Je vous le recommande. Ensuite, puisque là, on a parlé des séries issues d'adaptations déjà existantes, est-ce qu'il y a une œuvre que vous aimeriez voir adaptée en série? Techniquement, c'est déjà une série, mais c'est une série d'animation. Mais je veux toujours plus de ça. Je veux des films de bonne qualité et pas des séries B, des DVD sombres dans un bac Easy Cash. Ben 10. Mais je veux quelque chose de solide, quelque chose de costaud, de beau, avec du budget, de l'écriture. J'aime cet univers depuis que je suis tout petit. J'adore ça. Et je l'ai toujours vu se faire massacrer avec des reboots qui servent à rien, avec des suites de trop, avec des films obscurs en 3D moche. Je veux une série qui est de la classe sur Ben 10, s'il vous plaît. Et vous, les filles? Moi, il y a un film que j'adore. J'aimerais trop qu'ils fassent une série dessus, mais ils l'ont enlevé de Netflix
Encore une fois, c'est Yo Mama. C'est un film juste incroyable en fait. C'est l'histoire de 3 mamans qui sont mamans d'adolescents qui ont fait une chanson, un rap très vulgaire. Et pour se venger, ils ont fait un rap eux aussi. Oh, c'est trop mignon. C'est ça. Et vous pouvez retrouver sur les plateformes YouTube et Spotify les musiques. Donc on écrit Yo Mama et vous trouvez tout. J'aimerais trop qu'ils fassent une série là-dessus parce que je trouve qu'il faut trop une suite à ce film. Ton pitch, je trouve, se prête à la série. Enfin, là, j'ai pas vu le film, mais là, comme ça, quand je l'entends, oui. Parce que tu peux avoir l'évolution de... Ils apprennent à écrire, ils apprennent à essayer d'avoir du flow, de rapper, les réunions, les conflits entre elles, de... Bah non, on va pas se venger de nos propres enfants. Je vois bien ça en plusieurs épisodes, mais peut-être une mini-série, quelque chose d'assez court. Justement, c'est ce qui se passe dans le film, mais je trouve qu'à la fin du film, il n'y a pas de réelle fin. Il faudrait qu'il y ait vraiment une fin, genre il devrait faire genre une mini-série même, ce soit pas forcément une grande série, ou alors pour finaliser ce film, parce qu'il est vraiment trop bien, et je vous conseille vraiment d'écouter les musiques sur les plateformes YouTube, Spotify, Deezer, sur tout ce que vous avez. Moi, je sais pas s'il existe en série. La pièce de théâtre de Molière, Le bourgeois gentilhomme. Je l'adore, c'est ma préférée Waouh. de Molière et j'aimerais trop qu'elle sorte en série. Oh, c'est génial, j'aime déjà l'idée. Donc, si je pouvais faire, si j'étais dans le cinéma, si plus tard c'est mon avenir, et ben je le ferais. Et je dédicace un ami qui s'appelle Jérémy qui aimerait adapter les Rougon-Macquart en une série, mais énorme, avec du budget, Wow. des retournements de situation, etc. Parce qu'en fait, là, on parle de romans, d'une saga littéraire gigantesque. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point c'est dense, à quel point il y a de personnages, de connexions, d'intrigues, etc. Et donc, c'est vrai qu'une série, mais vraiment longue, quoi, vraiment avec 12 saisons s'il faut. Voilà, il m'en parle beaucoup et j'ai pensé à lui. Très bien. Alors, on va faire très rapide. VF ou VO? VF, VO. Je sais pas du tout parce que je sais pas c'est quoi la différence. version entre les française doublée ou version originale sous-titrée? deux. VF. VO, mais VF dernièrement. La série que tout le monde adore mais que vous aimez pas. Alors il y en a plein et je veux justement même pas les lancer. Donc en fait je ne peux rien dire. Mais juste j'ai par exemple pas envie de lancer la Casa des Papel. Les chroniques de Bridgerton, excusez-moi. Bah, ça me tente pas non plus. Stranger Things. Et pourtant. L'IA dans le monde de la série, pour ou contre? Pour en termes de sujet, contre pour l'utilisation. Pareil que Kylian pour en termes de sujet, mais contre pour l'utilisation. Black Mirror par exemple l'a fait extrêmement bien. Et c'est ainsi qu'on termine notre deuxième thème. Et on va conclure pareil de manière dynamique avec un petit jeu. T'as une série, 3 points de suspension. Le principe est simple, je vais donner des énoncés, je vais de manière cruelle pointer du doigt nos participantes et elles vont devoir, et attention je vais jouer le jeu, me proposer une série qui correspond à l'énoncé. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Non. Eh ben on y va quand même. Je ne préviens pas qui je vais montrer du doigt. Une série en cas de déprime, vas-y je sors les mouchoirs. Forcément moi. J'en sais rien. C'est bas. Attention je passe à Kalissa, Ouais. Sarah tu réfléchis en Grey's attendant. Anatomy. Ok, moi je vais dire Annie with the E, j'ai pleuré. On revient à toi. J'ai toujours pas. Assassination Classroom. Oh oui, c'est tellement d'accord. J'ai toujours pas. Sarah, tu passes ton tour. Ouais. Si jamais t'as une idée, on reviendra dessus. Une série française. Oui, oui, baguette. Moi, je vais dire Fiasco parce que c'est hilarant. Si. Lyon. Ok. HPI. Oui. Tu as le droit de dire HPI aussi. Bah, je vais dire HPI et Lyon parce que c'est les deux que je regarde en série française. C'est les deux seuls que je regarde. Et moi, je vais ajouter aussi, vas-y, je m'en octroie 2, Baron Noir. Parce que la réalisation est très sobre, mais en termes d'écriture, c'est magistral. Et en plus, il y a la prochaine saison qui sort. J'ai très hâte. La bonne surprise. Ah, mais en fait, c'est bien. Je sais pas. Heartland. Ok, moi je vais dire Pornogen saison 2, vraiment une grosse surprise. Squid Game aussi, j'avoue que Squid Game, vu l'enthousiasme des gens, je me suis dit, le monde a tort. Ah bah non. Je passe mon tour. Bah du coup Stranger Things. Une série d'animation parce que oui en fait, il n'y a pas que le live action dans la vie. J'en ai pas. T'en as trop j'imagine Anastasia? Asbin Hotel. Ah, elle est excellent. Là pour le coup, en VO parce que vous avez vraiment Broadway dans vos écouteurs en fait. Mais série d'animation du genre animé ou pas du tout? N'importe, vas-y, au sens large. Ok, bah animé Hunter x Hunter. Naruto ou One Piece. Moi je vais dire Rick et Morty. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas mieux que Rick et Morty. Sinon, BoJack Horseman. Ah bah parce que je me suis dit, tiens, on n'en a pas parlé. Oui, Et bah voilà, c'est fait. voilà. Une série à regarder entre potes et j'ai une bande de fous là prête à débarquer. T'as un truc à me conseiller? Anastasia. Fairy Tail. Lock and Key. Gossip Girl. Vous avez été très réactif, j'ai pas répondu, j'ai pas pensé à cette question. Malcolm. Une série pour les fans d'histoire. Et je connais très bien Stephen Byrne.
Bah, les chroniques de Bridgerton. La franchise Fate. J'en ai même un autre, c'est le Testament de Moïse. Oh wow, on a tous écarquillé les yeux pour les auditeurs. Bah, les séries sur les guerres, tout ça, mais j'en ai pas, sinon j'ai pas de nom. S'il y a des séries sur les guerres, bah voilà. Il y en a une à l'ancienne, Ah, je je ne connais sais que plus des comment qui films. s'appelle, qui est réalisée par Spielberg. Mais ça date un peu. Oui. Bah, Sinon, il y a Spielberg. Un village français, comme ça fait... Voilà, Un village français. voilà, Allez. Un village français. J'en ai une autre. Les aussi. combattantes. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais oui. Allez moi, j'ai l'impression que je vais encore tricher en répétant encore une autre série que j'ai déjà dit, mais Peaky Blinders, j'aime trop. J'ai une idée. La Chicas del Câble. Les demoiselles du téléphone. Ah oui Ah oui. Mon père a adoré, il a regardé, il a adoré. Elle est incroyable cette série. Franchement, vraiment incroyable. Une série pour flipper sous la couette. Bouh, t'as eu peur? J'en ai pas. Game of Thrones. J'ai pas le titre. Décris vite fait. C'est un peu les chairs de poule Ah sur Netflix, mais j'ai plus le titre. Ok, bah, c'est peut-être Chair de poule la série, on ne sait jamais. Un très mauvais pressentiment, vraiment ça a très bien marché. Sinon, Dahmer, c'était... je me suis arrêté à l'épisode 2, tellement j'étais mal. American Horror Story, sinon. Une série à regarder en famille, et on est beaucoup, donc faut quelque chose qui rassemble s'il vous plaît. Merci. Les Simpsons. Bah franchement, tous dans le canapé à l'image du générique, hein, j'ai envie de vous dire. C'est ça. La Casa de Papel. Ma famille d'abord. Oh, c'est mignon. Une série à regarder entre amoureux, bah oui, c'est le love en fait, ambiance Netflix et chill. True Beauty. Sex Education. Jenny et Georgia. Une série pour se taper une bonne barre en solo, j'aime le rire. Gintama. Moi je vais dire fiasco. Malcolm ou Ma famille d'abord. Oh, bah, du coup, Maison de retraite qui était un film. Mais du coup, ils l'ont fait en Ah, série. ils ont fait une série, oui, Ouais. voilà. Oui. Et je vais rajouter Bref, parce que Bref est une série. Oh oui. Et bloqué. Une série pour réfléchir au sens de la vie. J'aime des questions existentielles, il me faut une dose. Severance. Hijack. Poursuite des rêves. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. C'est la fin de ce jeu, c'est la fin de cette émission. Nous arrivons à la fin de cet épisode plein de rebondissements. Avant de conclure cette émission, avez-vous des éléments à ajouter? Avez-vous apprécié notre échange? Voire avez-vous appris des choses grâce à nos différentes interventions? Moi j'ai adoré et merci beaucoup. Moi, j'ai adoré. Et puis, vous allez tout me noter parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de regarder du coup maintenant. Donc, merci beaucoup. Pas de soucis, merci à toi. Merci à Kalissa également. Et merci à Anastasia. Merci à toi, Kylian. C'est gentil. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur Radioactive. Et n'oubliez pas, gardez les oreilles ouvertes. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Radioactive. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.